Quand on parle d'édition de manga en France, l'une des modifications les plus évidentes que l'œuvre va devoir subir, c'est le passage d'une langue à l'autre, mais également d'une culture à l'autre. Cela peut sembler relativement basique comme modification, et pourtant il suffit d'observer les mangas autour de nous pour observer parfois quelques petites curiosités d'adaptation qu'on aurait parfois du mal à comprendre. Quelques exemples de ces petites curiosités. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Haikyuu paraît en France sous son nom original, sans avoir été traduit, alors que le mot aurait pu l'être, signifiant grossièrement volleyball en kanji. Dans les faits, Haikyuu est bien un des noms japonais du volleyball, mais cependant c'est un terme qui reste très peu utilisé au Japon pour parler de ce sport. Ainsi, traduire le titre en un mot très commun tel que volleyball aurait été éloigné de la volonté du titre original, d'où le choix de garder le nom d'origine pour conserver l'aspect japonais et particulier du titre. Comme autre exemple, on a aussi Kimetsu no Yaiba, qui est paru en France en 2017 sous le titre Les Rôdeurs de la Nuit, faisant ainsi disparaître les termes pourfendeurs et démons du titre original pour les remplacer par d'autres termes plutôt éloignés. Ici, le traducteur a privilégié cette traduction car il l'a jugée, de toute évidence, plus adaptée. Comme vous le voyez, la traduction n'est jamais aussi simple qu'elle en a l'air, et ça soulève tout un tas de questions qui sont plutôt intéressantes à se poser. Ainsi, voyons ensemble aujourd'hui ces 2-3 questions autour de la traduction des mangas en France. Comment un manga est-il traduit? Dans quelles conditions? Par qui? À quel point les traducteurs sont-ils libres vis-à-vis du texte original japonais? Bienvenue dans le deuxième épisode de l'édition des mangas en France. Aujourd'hui, on s'intéresse aux enjeux de la traduction et de l'adaptation. Avant toute chose, je tiens à adresser mes remerciements à Aline Cucor, qui est traductrice de manga en France, qui a notamment traduit Otaku Otaku, Bloom Into You, Au-delà de l'apparence, Sexy Cosplay Doll plus récemment également, et beaucoup d'autres mangas. C'est grâce à elle que je peux être certain à 100% des informations que je vais avancer dans cette vidéo. Elle a pu répondre à pas mal de mes questions sur ce sujet, donc merci beaucoup à elle, et si tu passes par ici, je te fais un petit salut. Bon, à présent, voyons comment ça se passe généralement pour un manga se faisant traduire et adapter en France. Après l'obtention des droits d'exploitation, le manga japonais arrive entre les mains d'une maison d'édition. Celle-ci va rapidement chercher à le faire traduire. Pour cela, elle fait appel à un professionnel, le traducteur-adaptateur. Il ne s'agit pas d'un employé de la maison d'édition en question, mais bien d'un indépendant, acceptant des contrats lui proposant la traduction de certaines séries, voire seulement de certains tomes parfois. Le traducteur accepte donc ou non de traduire la série en fonction par exemple de son planning ou même de son affinité avec l'œuvre tout simplement. Et c'est là que le travail d'adaptation commence. Traduire toutes les phrases une à une sans pour autant faire du mot à mot parce qu'il faut garder une certaine logique dans la traduction. Par exemple, une blague doit rester une blague, même si, traduite au mot à mot, elle n'en est plus une. Il faut reformuler pour que ça puisse paraître cohérent et logique en français. Et c'est justement au traducteur de juger la distance qu'il va pouvoir prendre avec l'œuvre originale, avec le texte original. C'est quelque chose qu'il faut bien doser et qui est plutôt complexe. D'ailleurs, et de façon générale, la maison d'édition fait parvenir une charte au traducteur avec dedans différentes directives qu'il devra suivre ou des choses par exemple qu'il ne pourra pas faire lors de sa traduction. Par exemple, ne pas conserver les honorifiques japonais tels que chan ou kun à la fin des noms. C'est donc un travail très complexe pour le traducteur, devant conserver le message original et le ton de l'œuvre, mais également les directives de la maison d'édition. Et tout ça, bien sûr, en un temps donné. Ce temps qui est laissé au traducteur pour s'occuper d'un tome peut varier selon pas mal de critères. Ça dépend du titre qui est traduit, de la maison d'édition qui s'en occupe, du nombre de tomes, etc. De façon générale, les délais restent respectables et les traducteurs ne sont pas trop dans le rush, à hauteur de quelques tomes par mois généralement. Cela peut néanmoins arriver avec le retard accumulé ou par un manque d'organisation qu'un tome doive être traduit en 10 jours ou une semaine à peine, mais ça reste des cas très rares. Les maisons d'édition souhaitent également souvent obtenir les premiers tomes d'une nouvelle série assez rapidement, avec par exemple les 2 premiers en 2 semaines à peine, avant que la série ne se stabilise à un rythme plus conventionnel. Niveau paiement, ça dépend aussi beaucoup des maisons d'édition. Certaines payent au tome, d'autres payent à la page, ou d'autres encore payent en fonction du nombre de caractères traduits. Le processus de traduction est également toujours systématiquement suivi par un processus de correction, qui doit par exemple voir les fautes d'orthographe ou les tournures maladroites, bien que toutes les rectifications faites par la personne qui corrige soient soumises à l'approbation du traducteur. Car oui, le traducteur reste bien souvent le seul maître à bord pour ce qui est de la traduction. C'est bien souvent un seul traducteur qui s'occupe de plus ou moins tout, c'est très rare qu'il travaille en duo ou à plusieurs. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'immense majorité des tomes de manga, si vous prenez la dernière page, il y a toujours écrit traduit et adapté en français par, suivi d'un seul nom. Pour accéder à ce statut de traducteur de manga en France, il n'existe pas d'études universitaires ou de formation qu'on peut appliquer comme ça. Il n'y a pas de chemin aussi clair.
Et puis de toute façon, les maisons d'édition ne regardent pas tellement les diplômes universitaires. Deux traducteurs travaillant sur des œuvres similaires pourraient avoir un parcours totalement différent. Mais de manière générale, tous les traducteurs bénéficient d'une connaissance en japonais qui équivaut par exemple à une licence en japonais avec souvent une courte expérience de vie au Japon. Ou une longue expérience. Mais une expérience quoi. Soulignons également l'importance du JLPT, Japanese Language Proficiency Test. Une épreuve officielle internationale mise en place par la Fondation du Japon et servant à valider les connaissances en langue japonaise par des locuteurs étrangers, allant du niveau N5 pour les débutants et montant jusqu'au niveau N1 pour une maîtrise parfaite. Le niveau N1 sous-entendant bien souvent la connaissance de, tenez-vous bien, 2000 kanji, appelés Joyo Kanji et correspondant à ceux d'usage commun que tout japonais se doit de connaître, 10 000 mots de vocabulaire et plus de 900 heures d'apprentissage de la langue. Ce diplôme rassure bien généralement les maisons d'édition sur les connaissances en japonais du traducteur en question. Une autre remarque importante faite sur le métier de traducteur à peine évoqué plus haut, c'est qu'ils sont tous indépendants. L'immense majorité en tout cas. Très peu sont salariés chez une maison d'édition, d'autant plus qu'un traducteur est bien souvent en contrat chez plusieurs maisons d'édition différentes simultanément, ce qui arrange les deux parties à la fois. D'un côté le traducteur, qui n'est donc pas dépendant d'une seule maison et ne risque pas de se retrouver du jour au lendemain sans rien, et de l'autre l'éditeur, qui bénéficie alors d'un traducteur ayant plus d'expérience, allant même jusqu'à parfois stipuler dans le contrat de travail que celui-ci doit bosser pour au moins une autre maison d'édition avant de pouvoir travailler avec eux. C'est en effet encore un des nombreux gages de qualité qui rassure la maison d'édition à propos d'un traducteur, le fait que les autres maisons d'édition fassent également appel à lui pour leur projet. Mais la renommée d'un traducteur peut également se faire sur, par exemple, le nombre d'années sur lesquelles il a officié, ou le nombre de tomes traduits également. Elle ne se fonde pas spécifiquement sur la rapidité à traduire, mais bien plutôt sur l'expérience et l'assiduité du traducteur. Avec cette expérience s'accumulant au fil des tomes traduits, et à force de voir un même nom revenir sur pas mal d'œuvres différentes, les maisons d'édition peuvent plus facilement confier à une personne, à un traducteur, des titres au fort potentiel, sur laquelle la maison d'édition mise beaucoup. Se voir confier des mangas tels que ceux-ci, c'est un signe de confiance entre l'éditeur et le traducteur. Sinon, à part ça, comme vous pouvez vous en douter, un traducteur de manga ne traduit pas exclusivement des mangas, c'est pas rare qu'il puisse traduire également des light novels par exemple, des jeux vidéo, voire même juste des boîtes de DVD, tout ce qui est produit culturel en provenance du Japon, qui est donc dans la langue japonaise, le traducteur est habilité à les traduire également. Bien que les traducteurs les plus occupés et les plus en vogue n'aient pas beaucoup le temps pour s'intéresser à autre chose que des mangas. Il est également possible, ça arrive, qu'un traducteur de manga ne le fasse qu'à mi-temps et ait un autre emploi à côté, un emploi qui n'ait rien à voir avec le manga, et qu'il traduise des mangas juste pour arrondir ses fins de mois en l'occurrence, ou par pure passion. À partir du moment où il a les connaissances en langue japonaise, c'est tout à fait possible qu'il trouve des contrats même s'il n'est pas traducteur à 100%. La traduction et l'adaptation, c'est tout un univers au travers duquel chaque manga doit passer pour pouvoir être publié en France. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en connaître un petit peu plus sur ce milieu. Merci encore à Aline Cucor de m'avoir apporté beaucoup d'informations et d'avoir répondu à toutes mes questions au sujet de ce métier qui est plutôt particulier mine de rien. Surtout pour ce qui est des questions les plus techniques, en l'occurrence tout ce qui est statut juridique, tout ça, c'était un peu dur à trouver par moi-même. Sur ce, j'espère que ce second épisode de l'édition des mangas en France vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube. Bye. 光に瞳を開いたら